Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le voyez, un numéro spécial pour vous accompagner durant cet été. Alors on a retrouvé le plaisir des terrasses de restaurants et nous avons installé notre plateau au Vieux Moulin chez le chef Laurent Bouilloux au Versou. C'est ici en effet que se sont donné rendez-vous les ambassadeurs des Alpes et ensemble je vous propose d'aller faire leur connaissance tout au long de cette émission spéciale. À mes côtés bien sûr un expert ou plutôt une experte, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa Mignani. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Vous êtes directeur corporate à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, vous êtes en charge du marché des entreprises. Tout à fait Christophe, et je suis particulièrement honorée d'être présente aujourd'hui avec vous, puisque vous le savez, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes est particulièrement présente sur le sillon alpin, et toutes ses équipes, en l'occurrence notamment celle de l'Agence Montagne, œuvrent au quotidien auprès de l'ensemble des acteurs et s'assurent finalement de contribuer à la dynamique sociale et économique des territoires de la montagne. Donc très heureuse d'être parmi vous pour ce déjeuner des ambassadeurs des Alpes. Heureux de vous accueillir et nous allons beaucoup parler de montagne dans cette émission. Nous rejoindrons dans un instant le président de ces ambassadeurs des Alpes, Christian Laval. Il nous présentera ces entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité qui portent l'économie et les couleurs de notre région, de nos montagnes. Vous le voyez, encore un sommaire passionnant à la découverte des entreprises qui font la richesse de notre département. C'est la raison d'être de notre club de l'économie en Isère. Alors installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires. Nous nous retrouvons donc, comme promis, en plateau avec nos premiers invités pour cette émission spéciale. Premier invité, Christian Laval, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes le président de ce club des ambassadeurs des Alpes qui réunit... Qui réunit beaucoup de monde. Ah ben on le voit ça. Qui réunit bien sûr des adhérents à l'association, mais encore aussi toutes les parties prenantes qui nous suivent tout au long de l'année, qui nous aident et certaines pour lesquelles nous avons des actions. Bon, de très nombreux partenaires. Alors ce club, vous allez m'expliquer, il est né il y a 2 ans, en partant de quel principe? Alors il est né en 2019, le principe était au tout départ d'accompagner la descente des alpages, une autre association, en renforçant un petit peu ses capacités, et notamment financières, en se disant les entreprises de Grenoble peuvent et se doivent de partager ce moment merveilleux afin de remettre un petit peu Grenoble au cœur des Alpes de France. C'est un peu ce qui nous motive essentiellement là-dessus, c'est de faire un petit peu en sorte que nos valeurs soient présentes au cœur de Grenoble, au cœur de notre territoire. Oui, promouvoir ce territoire alpin et ses valeurs. C'est quoi les valeurs des Alpes ? Les valeurs des Alpes, je pense que déjà, de toute façon, c'est l'engagement. L'engagement pour notre territoire. Un montagnard, c'est quelqu'un d'engagé, il ne lâche jamais, c'est quelqu'un de résilient. Et la preuve en est, toutes les entreprises ont passé des moments difficiles, mais elles sont toujours là, battantes, combattantes. Je crois que la première des valeurs, c'est ça, l'engagement. Bon, c'est aussi un formidable réseau relationnel, on le voit, hein, c'est aussi une bande d'amis, j'ai l'impression. Alors, c'est un réseau relationnel, c'est sûrement pas un réseau d'affaires. On ne veut pas faire un réseau d'affaires, on veut faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous rassemble. Alors qui sont ces chefs d'entreprise? Je le disais en introduction tout à l'heure, tout secteur d'activité, toute taille. Alors, tout secteur d'activité, toute taille, on a de la petite PME, de la TPE jusqu'aux très grands groupes, voire même grands groupes internationaux. Et je crois qu'on a 2 témoins pour en parler encore mieux que moi. Oui, on va parler de ces entreprises qui sont effectivement résilientes, des grands groupes, des PME, des TPE. On parlera aussi tout à l'heure de cette descente des alpages et puis on parlera bien sûr de cette économie de montagne qui a beaucoup souffert ces derniers mois, mais qui est pleine d'espoir pour l'été que nous vivons et bien sûr pour la saison d'hiver à venir. On vous retrouvera d'ailleurs tout à l'heure, Christian, pour évoquer cette économie de montagne. Mais j'aimerais qu'on commence à évoquer parmi ces ambassadeurs les grands groupes, ceux qu'on appelle les locomotives. On a de très beaux fleurons en Isère. Et parmi vos ambassadeurs? Parmi les ambassadeurs, on a des très grands groupes. On a des groupes aussi, là aussi, de tous horizons, puisqu'on est dans le domaine du ski avec Rossignol, avec Poma, mais on est aussi dans les matériaux avec Loist notamment, avec un groupe historique, et je pense que Richard Moriam va en parler beaucoup mieux que moi.
La SAMC, la boîte à outils qui nous suit depuis le début. François Berriot est ici et lui aussi saura en parler beaucoup mieux que moi. Allez, précisément, François Berriot, bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, la SAMS, distributeur de matériaux, outillage, la boîte à outils, on en a parlé. Une entreprise qui a fêté son centenaire, là, ça y est. Oui, on a fêté notre centenaire l'année dernière, en 1920. Donc 100 ans 2020, c'est l'année un petit peu difficile par rapport à tout ce qu'on a vécu, mais on a, comme l'a dit Christian, rebondi et entreprise locale montagnarde accrochée comme il faut. Et aujourd'hui, on est ravis d'être là et retrouver un peu cette convivialité. Et la descente des alpages est vraiment une belle occasion pour se retrouver. On fera la fête du centenaire en 2021 finalement, c'est pas très grave. Ouais, on a commencé un peu à la faire, on l'a fait par petits bouts au lieu de faire une grande fête comme on avait prévu, mais peu importe, on est là et nos équipes sont là derrière et c'est ça qui est intéressant. Quand on évoque votre groupe, les chiffres sont toujours très impressionnants, hein. On est quoi? Toujours 6500 collaborateurs? Oui, à peu près 6500 collaborateurs, on fait 1,5 milliard de chiffre d'affaires et puis on a à peu près 350 points de vente. Mais par contre, ce qui est important, c'est qu'on a notre siège à Grenoble, on est une entreprise locale, on s'étend un petit peu sur notre territoire, mais on reste grenoblois et c'est pour ça que participer à ce genre de manifestation, ça a vraiment de l'intérêt pour nous. J'ai un certain nombre de mes fournisseurs qui sont là, j'ai un certain nombre de mes clients qui sont là et c'est ça qui est sympa, c'est que l'économie locale est très importante pour nous. Oui, c'est important et vous jouez pleinement votre rôle de partenaire du territoire, hein. Vous êtes aussi un sponsor pour certains clubs sportifs. Enfin, vous jouez vraiment cette carte locale, cette carte du territoire. Oui, parce qu'on pense que c'est notre rôle. On est une entreprise sociale, sociétale et c'est logique. On ne va pas s'amuser à faire de la publicité à Paris sur les chaînes de télé. Non, ce qu'il faut, c'est être là en local. Notre siège est à Grenoble. La plupart de nos équipes habitent à Grenoble. Et puis après, partout où on est localement, on existera aussi en tant que notable de l'étape. Dans les villes où on est, mais à Grenoble, c'est important qu'on y soit. Parce que si le grand public connaît très bien l'enseigne, l'entrepôt du bricolage, il y a beaucoup d'autres enseignes qui sont dans le groupe, hein. Quelques exemples. Oui, on a une vingtaine d'enseignes aujourd'hui dans le groupe. Carreo en carrelage, on a Christo au niveau professionnel en adduction d'eau, on a Maurice dans le bois, on a effectivement, donc on a cité l'entrepôt de bricolage, les comptoirs du bois. Donc on a une vingtaine d'enseignes qui sont un peu réparties dans toute la France. Donc négoce de matériaux de construction, de bricolage. On a dit que pendant cette crise, les Français avaient retrouvé le goût du bricolage. Ça se sent dans votre activité ? Ça se sent de manière très particulière. Donc on a vécu l'ascenseur émotionnel avec la fermeture de tous nos magasins le 16 mars et du jour au lendemain on était fermés. Une semaine après, on nous a demandé de rouvrir parce qu'il fallait faire marcher le BTP. Donc nous on a dit oui, mais bon, les masques, la sécurité, Macron nous a dit faut rester chez vous. Oui, bon, on va trouver des solutions, on va organiser. Donc en une semaine, on a réouvert un certain nombre de points de vente avec un système de click and collect, un système de drive et tout ça. Et puis petit à petit, on a rouvert tous les points de vente. Et effectivement, à partir du début de l'été, inversion de tendance, les gens qui étaient chez eux avaient envie de bricoler, les entreprises redémarraient avaient pris du retard. Et là, je peux vous dire que tout le monde s'est mis vraiment au boulot et on a fait un deuxième semestre exceptionnel grâce à nos équipes qui ont vraiment été sur le pont, nos clients qui nous ont fait confiance. Et là, on a pu sauver l'année parce qu'on était vraiment très mal sur le premier semestre et on a vraiment pu travailler comme il faut sur le deuxième semestre. Et là, on gère la continuité. En 2021, il y a toujours beaucoup de demandes. On a eu la chance d'être essentiel, donc de ne pas fermer nos points de vente. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est que l'approvisionnement, les délais sont allongés, les prix sur un certain nombre de produits augmentent. Donc on gère à la fois la pénurie et les augmentations, c'est très compliqué. Mais bon, c'est des problèmes de riches parce qu'on a du boulot en ce moment et on ne va pas se plaindre par rapport à des collègues, confrères qui n'ont pas pu ouvrir. Et donc tout va bien, mais ça se gère. Je pense qu'on va souvent entendre parler dans cette émission des problèmes d'approvisionnement pour les mois qui viennent. C'est une question récurrente et on parlera aussi de la résilience. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, François Berriot. Richard Moriam pour l'Ouast, le groupe l'Ouast. Alors on ne le connaît pas très bien, c'est un groupe belge, mais ici on connaît mieux Balthazar Ecotte qui a intégré ce groupe au début des années 2000, c'est ça ?
Oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire familiale, là aussi, encore, avec la chance d'avoir des collaborateurs qui, eux aussi, sont bien sûr présents sur le territoire. Mais le choix a été fait il y a quelques années, une vingtaine d'années maintenant, de rejoindre un giron un peu plus large, un peu plus international, puisque ce groupe est maintenant présent sur 5 continents et on est dans les mêmes logiques. Hein, c'est un peu plus de 6500 collaborateurs aujourd'hui. Oui, un chiffre d'affaires de quoi, un peu plus de 2 milliards d'euros, hein, c'est Oui, ça. on est dans ces chiffres-là. Et alors, Christian nous parlait tout à l'heure de cette résilience dont il a fallu faire preuve durant cette crise. C'est ce qui sauve beaucoup d'entreprises, cette capacité à s'adapter. Je crois qu'on a eu la chance, si j'ose dire, d'avoir d'abord des équipes. Hein. Je crois que nos entreprises fonctionnent, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont eu, sans doute, dans les premières heures, douté, elles aussi. François le disait, il faut rester à la maison, mais en même temps, on nous demandait d'aller travailler. Je crois qu'on a la chance d'avoir des collaborateurs qui ont très vite intégré avec nous des notions clés, la qualité de vie au travail, la notion de bien-être, l'accompagnement. On a essayé de comprendre comment ils étaient, comment on pouvait les accompagner et ils ont répondu présent. Et cette résilience qui nous permet d'être là aujourd'hui, malgré une situation qui est encore un peu tendue, mais le groupe est là, les groupes sont là et nos salariés sont là. Donc c'est une belle épage de résilience puisque c'est un mot que l'on emploie régulièrement maintenant. C'est le message encourageant du DRH, puisque j'ai oublié de préciser que vous étiez DRH précisément chez l'Ouast, hein, donc de cette entreprise qui produit, faisons simple, de la chaux et des minéraux de construction, c'est ça? On va faire simple aussi, on part d'un gisement, hein, on va faire très court, on va cuire ces matériaux avec 3 métiers particuliers, la sidérurgie, l'environnement et le papier sont nos 3 métiers phares et ce sont des produits qui s'exportent aujourd'hui. Bon, et alors, ce rôle d'ambassadeur, parce qu'on est aussi ici pour parler des Alpes, pour parler de ces ambassadeurs des Alpes, comment est-ce que vous le concevez? C'est d'abord une belle histoire de copains, si j'ose dire, c'est d'abord une belle histoire d'amitié. Je crois qu'il faut commencer par là, l'envie de se retrouver, l'envie de partager du bon temps, c'est le point de départ. Derrière, il y a des valeurs fortes, hein, on a parlé de l'individu, mais au-delà de ça, il y a un territoire, une âme, et c'est quelque chose dans lequel je me suis senti proche très vite. Et puis, je crois qu'on a aussi la chance de partager des choses vraies. Alors, je sais qu'il ne faut pas toujours d'eau, mais tout ce qui touche autour de la nourriture, tout ce qui touche autour des bons moments de la vie, ce sont des choses qui nous ont rapprochés et je crois qu'ils vont rester un moment avec nous. Et la gastronomie, c'est aussi une des valeurs des Alpes. On en parlera tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, Christian. Hein? Non, mais on a tellement de valeurs à citer, on a tellement de choses à se dire là-dessus. Moi, je voudrais quand même rajouter, parce qu'il ne l'a pas dit, mais il est aussi le vice-président des ambassadeurs. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'une journée comme aujourd'hui, il va travailler aussi beaucoup. Alors on va vous libérer momentanément l'un et l'autre. Juste après avoir quand même donné la parole à Elsa, on le voit, ces grands groupes, ces locomotives, elles savent s'impliquer aussi sur le territoire et c'est ce qui dynamise ce territoire. Oui, tout à fait. Bon, déjà de beaux témoignages qui démontrent la dynamique sociale et économique apportée par ces grands groupes. Ce qui est particulièrement marquant, c'est que les grandes entreprises aujourd'hui représentent finalement une petite partie des entreprises françaises dans leur ensemble. Et pourtant, elles sont essentielles à notre écosystème, à nos territoires, ici, localement, mais aussi à l'échelle nationale. Les grandes entreprises, c'est déjà pour commencer la création de valeur. Donc ces grandes entreprises représentent quasiment un tiers de la valeur ajoutée de la France et puis sont aussi créatrices d'emplois et ça je crois qu'on peut le souligner, c'est quand même important. Vous avez beaucoup parlé de cette notion de l'humain, de vos collaborateurs et donc les grandes entreprises représentent 27% des emplois sans compter tous les emplois induits par les fournisseurs, les sous-traitants que vous sollicitez, que vous faites travailler. Donc ça c'est le premier point et puis pour reprendre ton terme Christophe, le terme de locomotive, j'aime bien cette idée aussi de grands groupes qui participent, qui ont une capacité de par leur taille à se mobiliser sur des sujets de fond, sur des sujets autour de l'environnement, sur des sujets autour de la transformation numérique et qui sont en capacité d'avoir un effet d'entraînement de notre économie et ont finalement une valeur d'exemple. On l'a vu ces dernières années, il y a aussi à l'inverse des start-up, des toutes petites entreprises qui contribuent aussi à notre maillage territorial et qui elles aussi des fois nous chahutent un peu, ont un effet d'entraînement. Je le vois au niveau de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, hein. On est fortement sollicités, on les sollicite beaucoup pour co-construire. Donc je crois que toutes ces entreprises, indépendamment de leur taille, ont finalement une responsabilité première de nourrir cet écosystème qui est le nôtre et nos territoires.
Et c'est cet écosystème effectivement qu'on découvre et qu'on met en valeur aujourd'hui dans cette émission spéciale de Classe Affaires, ici au Vieux Moulin au Versou. Après les grands groupes, eh bien, il y a d'autres secteurs d'activité qui portent l'économie et je pense en particulier au bâtiment et à la construction. Je suis heureux d'accueillir Gilles Trignat de Trignat Résidence. Bonjour Gilles. Bonjour Christophe. Je reconnais également Nicolas Boucher, c'est ça, qui nous rejoint. Bonjour. Et Stéphane Pollier. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci tous les trois de nous avoir rejoints. Gilles, on va commencer avec vous pour illustrer ce secteur de la construction. Promoteur régional, indépendant depuis 40 ans. Plus de 40 ans maintenant. Ouais. On ose le dire, depuis 40 ans, spécialisé dans la construction de logements et de bureaux neufs. Combien de logements chaque année? 100, 150? Non, entre 250 et 300 cette année. Ouais. Ça ne cesse d'augmenter à chaque fois qu'on se voit. Écoutez, il va falloir stabiliser à un moment donné, mais pour l'instant, ouais, on est sur ces chiffres. C'est très très bien. Comment est-ce que vous avez vécu du coup l'année qui vient de s'écouler? Est-ce que l'activité a pu être maintenue un minimum? Alors l'activité a pu être maintenue, oui, tout à fait. Donc commercialement, l'année a été très très bonne. Hein. On était un peu inquiets, mais finalement les chiffres ont été très très bons hein, sur l'année 2020. Avec les constructions, la filière a très bien réagi et les constructions ont été très peu impactées. Les délais de livraison ont été tenus, quelques exceptions près, mais vraiment à la marge. Et voilà, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et les clients, comment est-ce qu'ils ont réagi? On dit que leurs attentes ont un peu évolué en matière d'habitat. Alors c'est vrai que leurs attentes ont un peu évolué. Alors l'avantage chez Trignat, c'est qu'on avait des logements déjà qui étaient, enfin par habitude et par j'allais dire ADN de l'entreprise, étaient déjà un peu plus grands que la moyenne, avec des surfaces généreuses de balcons. Donc c'est vrai que c'est ce qu'ils demandent. Enfin c'est ce que demandent les clients aujourd'hui avec la Covid. Hein, forcément, c'est avoir des espaces extérieurs et un peu d'espace intérieur. Mais on s'aperçoit, j'en discutais avec mon fils là récemment, qui s'occupe de tout ce qui est commercial, que effectivement les clients demandaient aujourd'hui une vraie pièce bureau et des espaces extérieurs bien sûr. Un appartement aujourd'hui sans terrasse, c'est impossible pour vous? Pardon? Un appartement sans terrasse chez nous c'était déjà rédhibitoire avant la Covid, mais aujourd'hui c'est bien sûr complètement impossible. Alors vous arborez les couleurs des ambassadeurs des Alpes, ça signifie quoi pour vous? Alors je ne l'ai pas précisé, mais effectivement vous êtes un promoteur régional hein, oui. Qui rayonne sur la Savoie également. Tout à fait, le principal de notre activité effectivement est sur l'Isère, on va dire la première, deuxième couronne grenobloise, et un petit peu sur les Savoies et Haute-Savoie bien sûr, avec une activité un petit peu en montagne, notamment sur l'Oisan qui est pour nous le massif le plus proche. Alors ce rôle d'ambassadeur? Le rôle d'ambassadeur, c'est déjà de se retrouver dans un contexte convivial comme on le voit aujourd'hui, et puis d'essayer de porter fièrement les couleurs de notre région. Et je pense qu'elle a beaucoup d'atouts, et on essaye de la défendre et de travailler en mode. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui si on veut défendre notre activité. Surtout en cette période de Covid où on a vu que la montagne cette année avait beaucoup souffert. Et je pense que j'espère que l'hiver sera favorable et qu'on pourra à nouveau avoir cette activité-là qui est quand même un poids économique important pour la région. Stéphane Pollier, Origami, alors vous êtes architecte, hein, vous architecte, c'est par essence un travail d'équipe. Hein, un travail d'équipe au sein du cabinet, puis après un travail d'organisation des équipes. Comment est-ce que vous avez vécu cette année? Ça a été une année assez complexe, hein, parce qu'il y a eu du télétravail de façon assez importante, notamment l'année dernière. Notre métier d'architecte est compatible avec le télétravail, mais à petite dose. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir des échanges, et notamment des échanges que ce soit avec les entreprises lors des phases chantiers, mais également avec les promoteurs, et notamment avec les équipes de Gilles Trignat, où nous travaillons énormément, quels que soient les départements. Hein. Notre travail est sur tout le sillon alpin. Et donc pour nous, être ambassadeur, c'était avant tout être représentatif de notre territoire, qui est très spécifique, parce que nous avons un territoire de montagne, d'où la descente des alpages, les ambassadeurs, mais également un territoire de vallée. Et les vallées, c'est aussi un territoire à prendre en compte où il y a une densité de population qui est plus élevée qu'en montagne. Donc le travail cette année a été complexe, mais nous avons réussi à pouvoir nous aménager et à trouver des créneaux. Alors on évoquait les valeurs de la montagne tout à l'heure avec Christian Laval. Moi je rajoute une identité de notre montagne, c'est les paysages. Quand on est architecte,
dans nos régions de montagne, dans nos régions des Alpes. Comment est-ce qu'on appréhende cette valeur du paysage qui, on le sait, est maintenant devenue un incontournable pour tout aménageur? Comme je disais justement, en fait, au niveau d'architecture sur notre sillon alpin, qui va du bassin genevois jusqu'à Valence, ce sillon alpin, vous avez des différents types d'architecture parce qu'on est sur différents départements avec des spécificités. Rien que sur le département de l'Isère, on ne construit pas de la même façon dans l'Oisans qu'en Chartreuse, ce qui est assez spécifique. Et donc le rôle de l'architecte, mais également des élus et des promoteurs, c'est d'en tenir compte. Et là-dessus, il n'y a pas de consensus. Vous savez, sur la Haute-Savoie, ils sont très attachés à leur toit, mais de la même façon, dans le Vercors, ils le sont aussi, en Chartreuse également. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse de notre belle région. Parce que là, au sens large de la région, nous avons une très belle région qu'il faut mettre en avant. Alors, sur les villes, on sera bien sûr sur une architecture plus contemporaine, mais on sait faire aussi du contemporain tout en ayant un caractère, on va dire, montagnard. Mais encore une fois, on revient à cette notion de connaissance du territoire. Encore faut-il connaître tous ces territoires. Alors, effectivement, nous avons un territoire qui est vaste avec des architectures bien différentes. La Drôme a sa caractéristique bien propre à elle, avec la Drôme provençale qui n'a pas du tout la même architecture que la Drôme que l'on pourra trouver sur le Vercors. Donc le métier d'architecte n'est pas aussi délocalisable que ça. Vive les architectes locaux! Non, il n'est absolument pas délocalisable, même si nous avons des confrères venant de Paris, mais c'est plus sur des gros programmes de ZAC en centre urbain. Je ne suis pas inquiet pour la montagne. Les promoteurs et les municipalités auront toujours besoin des architectes locaux. Nicolas Boucher, alors votre entreprise BL Second Œuvre est, comme son nom l'indique, plus spécialement spécialisée dans le second œuvre, dans l'électricité et la climatisation, c'est ça essentiellement? Oui, tout à fait. Alors nous, on n'a pas eu de télétravail parce qu'à ce niveau-là, ça a été un petit peu compliqué. Mais on a essayé de tout mettre en œuvre pour pouvoir continuer de travailler dans les meilleures conditions. Ce qui n'a pas forcément été tout le temps facile, mais on s'en est pas trop mal sorti. On a continué de travailler tout le temps du Covid. C'est-à-dire que vous avez réussi quand même à aller chez les clients qui acceptaient de vous recevoir, vous avez réussi à continuer à honorer les carnets de commandes qui étaient pris. On a même parfois mis les clients dehors pour pouvoir travailler chez eux pour avancer et puis pas les laisser en panne. Donc, globalement, activité maintenue. Activité maintenue, on a des problèmes un peu plus aujourd'hui sur l'approvisionnement, mais jusqu'ici, activité maintenue, oui. Alors parlons effectivement de ces problèmes d'approvisionnement. Tout à l'heure, François Berriot nous en parlait également. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous prenez des commandes que vous ne pourrez honorer que dans quelques mois en raison des difficultés d'approvisionnement? Alors on a un double problème, c'est ces commandes qui seront honorées bien plus tard, en fonction de tout ça. Les prix qui montent et surtout, dans notre métier de dépannage, aujourd'hui, on a des soucis pour dépanner les clients puisqu'on n'arrive pas à avoir le matériel. Mais on fait au mieux dans tous les sens. Heureusement, on a des partenaires et fournisseurs locaux qui nous aident dans ce sens-là. Est-ce que ça pose un problème de délai? Ça pose un problème de coût aussi parce qu'on ne peut pas s'engager sur les coûts qui seront dans 2, 3, 4, 5, 6 mois parce que les prix doivent aussi augmenter. Avec ne serait-ce que le cours du cuivre, aujourd'hui, c'est très compliqué de parier sur 6 mois, 1 an. Alors qu'à l'époque, on y arrivait un peu plus facilement. Ça veut dire que vos devis sont valables quoi, 2 semaines? Oui, on essaye de les mettre pour 1 mois, mais c'est très compliqué sur certains produits. Ouais. Dans votre rôle d'ambassadeur, alors, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que ça se traduit au quotidien, à part nous rejoindre aujourd'hui ici dans cette bonne ambiance? Nous, dans notre métier, on a la chance d'être un peu nombreux au niveau des ambassadeurs et on essaye de bosser tous ensemble et de se retrouver régulièrement tous ensemble, même hors ambassadeur, et de créer du lien et d'être entre nous, simplement, en fait. Merci en tout cas d'être venu témoigner de votre métier et bravo à votre entreprise. Elsa, on le voit, ce monde de la construction, du bâtiment, il est porteur et notamment les grandes infrastructures sont porteuses pour l'économie locale. Oui, tout à fait, c'est vrai. Effectivement, au-delà de la valeur d'usage et de la valeur économique induise par les différents projets des acteurs du bâtiment ou de la construction, on note effectivement cette capacité finalement à pouvoir accroître l'attractivité d'un territoire à travers des projets d'aménagement, des projets d'infrastructure du territoire. Ces acteurs pour lesquels on a vu des témoignages très intenses, sont en capacité de jouer sur cette attractivité. Je crois que c'est vraiment un point fort. Nous aurons besoin de ça, et notamment sur nos territoires, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça me paraît effectivement être un point indispensable, donc merci à eux pour cela.
C'est effectivement essentiel. Benoît Hannequin nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, merci. Alors votre entreprise, vous, BCNC, hein, Oui, c'est donc ça. ça, Et c'est c'est de la zinguerie et charpente, c'est ça vos spécialités? tout à fait. Donc BCNC, c'est la holding qui détient le groupe Les Établissements Martin. Donc dans les établissements Martin, on a plusieurs entités. On est surtout spécialisé dans la couverture dans le bâtiment et principalement en milieu occupé. Aujourd'hui, on a 3 structures. On a Martin Charpente qui existe depuis 1872. On nous retrouve surtout sur les milieux urbains. On a une autre structure qui s'appelle Techni Renfort, qui est spécialisée dans le renfort structurel en copropriété. Et puis on a une dernière petite activité qui est le ITS, qui est une entreprise spécialisée dans le dépannage, intervention d'urgence et recherche de fuite après sinistre. Oui, on voit souvent leurs véhicules, effectivement, ça me dit quelque chose. C'est ça. ITS, ça me parle. Vous me disiez occupation en site occupé, ça veut dire essentiellement de la rénovation? Principalement de la rénovation, bâtiment industriel et de l'immeuble en copropriété. La zinguerie, c'est un matériau particulier. On évoquait les problèmes d'approvisionnement, comment ça se passe? Oui, on rencontre beaucoup de problèmes en ce moment d'approvisionnement sur les matériaux. On a la chance de pouvoir stocker énormément de matériaux. Donc on a essayé d'anticiper cette pénurie. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec la Fédération du bâtiment, avec plein d'organismes, pour avoir un levier fort et pour être approvisionné sur ces matériaux. En termes de trésorerie, ça doit être un calvaire à gérer tout ça quand même. C'est un calvaire avec aujourd'hui une problématique là-dessus. Il faut stocker beaucoup de matériaux. On a des délais de règlement qui s'allongent également suite au Covid. Avec toutes les structures que les entreprises ont mis, ça nous a retardé les moyens de règlement. Donc c'est vrai que voilà, c'est une difficulté supplémentaire. On ne va pas dire que c'est la première aujourd'hui, puisque la première, c'est surtout la pénurie de personnel. On a une grosse problématique pour faire travailler. Pour embaucher alors? Pour embaucher, oui. Vous ne réussissez pas à embaucher, c'est ce que j'entends. Non, aujourd'hui, on n'a personne. Quel profil est-ce que vous recherchez? Aujourd'hui, on cherche tout type de profil, surtout du personnel qualifié, motivé. Ça, c'est la première chose que je réclame. Mais même si on peut former, on n'a personne. On n'a personne qui vient nous rencontrer. On est prêt à investir dans de la formation. On est prêt à mettre beaucoup de choses sur la table. À payer? À payer, bien sûr. Ah, mais est-ce que ça paye? Non, parce que c'est souvent le reproche qu'on fait. Or, ce sont des métiers qui, généralement, sont rémunérateurs. Enfin, qui sont très rémunérateurs. Aujourd'hui, on a des équipes qui ont beaucoup d'autonomie. Et puis, il y a surtout un savoir-faire qui est important. Voilà. Mais la nouvelle génération, aujourd'hui, n'est pas prête à s'orienter sur ces métiers-là, malheureusement. Eh ben, on lance un appel, des métiers qui recrutent avec grand et plaisir. qui payent et qui forment. Donc, il faut effectivement en profiter. BCNC, c'est le nom de l'entreprise. Voilà, vous pouvez contacter Benoît Hannequin. Votre rôle d'ambassadeur, alors? Eh ben, écoutez, c'est de partager des valeurs communes. Et puis surtout, l'ambition de valoriser cette capitale des Alpes, qui est de Grenoble. Je pense que c'est le moment de redonner une place importante à cette ville. C'est une magnifique ville. Je pense que tous ensemble, on peut arriver à redonner, ou même donner, une très belle valeur à cette ville. Voilà. Merci je pense que les ambassadeurs, ils sont pour beaucoup là-dedans. Merci Benoît d'être venu témoigner en tout cas sur notre plateau. On le disait, ces ambassadeurs des Alpes, l'un de leurs premiers objectifs, c'était d'aider à l'organisation de cette descente des alpages. Eh bien, on va en parler maintenant de cette fameuse descente des alpages, même si à Grenoble, elle commence à avoir une belle notoriété puisque on a dû passer la 10e édition. Hein. Alors bon, avec plus ou moins le Covid, donc on va dire 9 ou 10e. On va voir ça avec Chris Marou dans un instant. Mais les Grenoblois la connaissent bien parce qu'on se souvient par exemple d'une vache qui a pris le tramway il y a quelques années. C'était je crois en 2016. On se souvient de la place de Verdun avec ce concert de Corps des Alpes. On en parle avec le président de la descente des alpages, Chris Marou. Bonjour. Bonjour Thibaut. Merci de nous rejoindre. Je ne suis pas sûr qu'on entende bien votre micro, donc on va refaire un test. Moi, je ne vous entends pas en tout cas. Oui. Ah, ça y est, mieux. ça marche. On recommence. Impeccable. Les valeurs, on parlait des valeurs qui rassemblent les ambassadeurs des Alpes. C'est un peu les valeurs que vous avez voulu défendre, porter avec cette descente des alpages.
Oui, c'est vrai, mais je voudrais dire d'abord que c'est une histoire d'homme, c'est une histoire d'amitié, de passion. Et en fait, même si c'est la 11e année, même si on a grandi, même si on espère encore grandir grâce au soutien des ambassadeurs, tout a commencé avec une histoire simple d'amitié, une blague de potage. Voilà. Et en fait, on s'est aperçu que finalement, remettre un petit peu de passion, d'identité alpine au cœur de notre ville, eh bien, c'était une belle mission, c'était peut-être nécessaire. Et aujourd'hui, c'est un petit peu notre credo. Voilà. Après, on a construit bien d'autres choses autour de ça. Mais au départ, c'était ça. Et puis Alors, après, ce pari fou, ce pari d'amis, avec qui vous l'avez passé? ben, bien sûr, avec mon frère jumeau. Et je précise que ce sont bien des faux jumeaux. Nous sommes bien des faux jumeaux. Parce que tout le monde le sait. Mais je dis toujours, Bernard, il est tellement différent de moi qu'on s'interroge parfois, mais qu'arrivez-vous à faire ensemble? Mais justement parce que ce qu'on en a en commun est bien plus important que ce qui nous sépare, même si ça saute aux yeux. Voilà. Et Bernard, je l'aime pour son affectivité, pour son entrain, pour son réseau, pour tout ce qu'il a, pour l'amour de sa famille et de son métier. Et Chris, Bernard, c'est Bernard Muravo. Tout le monde ne le connaît pas encore, malgré le titre de champion du monde. Même Manu lui commande du fromage. Mais oui, il paraît, Bernard Muravo, que vous avez fait récemment un voyage à l'Elysée pour livrer le président de la République. Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, samedi dernier, nous étions à l'Elysée pour aller livrer Monsieur le Président. On attendait la première commande et du coup, j'ai dit « Président, je vais venir moi ». Et du coup, je suis monté lundi et effectivement, ça s'est très très bien passé. Il est très amateur de fromage. Vous avez eu des nouvelles depuis, non? Il a dégusté? Oui, j'ai beaucoup de nouvelles. Le chef m'a appelé, le nouveau chef, Fabrice Desvignes m'a appelé en me disant Monsieur et Madame est enchanté, donc ça me va droit au cœur. Bon, on va revenir à vous Bernard dans un instant. Je reviens sur notre descente des alpages. Donc la 10e édition l'an dernier a été évidemment un peu perturbée par le Covid. Comment ça va se passer cette année du coup, la 11e édition? Alors d'abord, même si c'était une année compliquée, on a réussi quand même à fêter le 10e anniversaire, à faire un gâteau, une pièce montée de fromage, et on a soufflé les bougies du 10e anniversaire parce que après l'heure, ce n'est plus l'heure. Et puis on a surtout travaillé à garder notre réseau, nos liens, notre lien territorial qui est extrêmement important. À mon avis, une des raisons du succès de notre fête, c'est le lien territorial, la montagne et la ville, qu'on avait un peu oublié. La montagne, elle a besoin de la ville et la ville a besoin de la montagne. Et on a travaillé avec nos amis éleveurs, en faisant des films, en les aidant, en leur fournissant des masques. Donc on a gardé un contact tout au long de l'année qui va nous permettre, je crois, d'envisager une belle 11e édition. Avec surtout un défilé que l'on espère magnifique. Le défilé, c'est le point d'orgue de notre journée et on vous prépare une belle surprise avec Télé Grenoble. Alors on voit là des images des années précédentes. Expliquons quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y en a peut-être encore un ou deux. C'est quoi le principe? On transforme la ville en terrain d'atterrissage de l'alpage, c'est ça? C'est un petit peu ça. Le challenge, c'est amener des vaches des hauts plateaux, des alpages au cœur de la ville. Et donc notre challenge cette année, ça va être de réunir des vaches du Vercors, de Beldonne, de Chartreuse, à partir de points différents, pour aller se rassembler, pour réaliser un nouveau comice de Grenoble, place de Metz. Les bêtes partiront de plusieurs zones, accompagnées de militaires, de sportifs, de Grenoblois, pour venir se rassembler et faire le premier comice de Grenoble sur la place de Metz. Oui, alors vous parlez des vaches. Bon, on a parlé des valeurs. C'est un incontournable des Alpes. On va rentrer un peu dans le détail, Chris, parce que je sais que vous êtes un passionné. Donc, les races emblématiques des Alpes, c'est quoi? La Tarine, les Reims, la Villarde, chez nous, évidemment. On les verra dans les rues, et l'abondance. Elles seront toutes là. Elles vont même se rassembler la veille de la descente des alpages, qui aura lieu le 9 octobre. Voilà, pour pouvoir préparer cette année, et c'est un élément sur lequel on travaille, une vraie descente depuis le glacis de la Bastille, depuis la Bastille, pour venir par l'ancienne route de la Bastille se rassembler dans Grenoble. Bon, et puis parmi les nombreuses valeurs des Alpes, il y a cette solidarité, cette fraternité. Et je veux qu'on évoque aussi les troupes de montagne. En fait, les sujets qui illustrent cette culture de montagne sont innombrables. Les troupes de montagne, dont on est très fiers à Grenoble et dans les Alpes, sont présentes. Voilà, c'était un souhait que l'on avait, c'est de pouvoir renforcer ce lien armée-nation. Les troupes de montagne font partie de l'histoire de nos familles, de l'histoire de notre territoire, et il était bien normal
on tend une main vers ces troupes de montagne. Et j'avoue qu'on a tendu une main et on en a eu 50 en retour. Et donc pour nous, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur, une source de motivation. Donc grâce aux ambassadeurs et aux stations partenaires, on a pu donc offrir des séjours. Et puis donc les troupes de montagne seront présentes pour notre défilé, avec notamment le renfort d'une section muletière qui a été reformée au sein des troupes de montagne. Et donc les vaches seront accompagnées de 3 mulets des troupes de montagne qui vont accompagner le défilé jusqu'à la place de Verdun, à l'hôtel de la division et place de Metz pour notre comice. Bon, on aura bien sûr l'occasion de vous donner tous les détails sur Télé Grenoble en temps et en heure. Hein. On va simplement rappeler la date, c'est quoi? C'est octobre? 9 octobre. Bon, la date est... Sous le soleil comme aujourd'hui. La date est bien sûr retenue. Quand on évoque les vaches, on évoque plus généralement le pastoralisme, on évoque l'élevage. Et là, on arrive à votre métier, Bernard, hein, parce que c'est le départ de tout quand même, c'est le lait. C'est parti d'une histoire avec Chris quand il m'a amené une vache devant le magasin un début octobre il y a 11 ans. Et voilà, la mayonnaise a pris et aujourd'hui on est effectivement, la descente des alpages a pris des allures un peu, se modernise. On est dans une grande transmission, on est dans des concours nationaux avec des jeunes des écoles hôtelières, on est sur un concours art de la table, on est sur des concours de chefs, on est sur des présentations, des festivités tout autour de la gastronomie. On a la chance d'avoir énormément de chefs étoilés et meilleurs de France, voire champions du monde, qui vont descendre ce jour-là à Grenoble pour nous aider, pour nous aider à transmettre la passion du bien manger avec les éleveurs. Et effectivement, il y aura aussi beaucoup d'éleveurs qui seront là, qui feront leur fromage. Et vraiment, on est là pour dire aux gens, Chris l'a dit, la montagne a besoin de la ville a besoin de la montagne. Et vraiment, c'est une alliance, on est en osmose ce jour-là. Et effectivement, ça fait partie d'une fête maintenant grenobloise et qui a pris ses marques. Ça nous dépasse quelquefois avec Chris. Chris a toujours 200 idées à l'heure. On arrive à en faire que 10%, c'est-à-dire qu'on en fait que 20 par année, c'est quand même pas mal non plus. On arrive à acheter des choses un peu folles. Avec Chris, on s'entend bien, il l'a dit, on est un peu fou. Et là, le dernier achat, c'était un HY, le tube de nos grands-parents. Et voilà, du coup, on a craqué sur un tube. Maintenant, ça va être notre mascotte. Et aujourd'hui, voilà, la descente des alpages prend des proportions nationales. Et tous les chefs, avant, je leur demandais de venir. Et maintenant, ils me disent, dis-moi, c'est quand la date? Et ça, c'est magique, c'est merveilleux. C'est une belle histoire d'amour. Une belle histoire d'amour, on va dire, d'amitié, d'amour. Et effectivement, de 2 frères faux jumeaux. Bon, en tout cas, c'est vrai que cette descente des alpages, c'est aussi une grande fête de la gastronomie. Et on y découvre la gastronomie et les produits du terroir que vous aimez tant, qui sont votre raison d'être finalement. Et s'il devait rester qu'un ambassadeur, ce serait vous évidemment. Votre fromagerie rue de Strasbourg, c'est les alpages. Une réussite maintenant internationale, j'ai envie de dire. On vient vous voir du monde entier pour visiter la cave. C'est un privilège. Hein. Oui, effectivement, on a la chance d'être très médiatisé et le fait, effectivement, même monsieur le maire est content quand les touristes viennent et qui viennent au magasin pour voir que Grenoble représente aussi un morceau de la gastronomie, parce que Grenoble, on n'a pas vraiment de spécialité locale. Vous avez des villes, Toulouse, Marseille, on ne va pas présenter les spécialités, mais Grenoble, effectivement, il y en avait, maintenant il y en a peu, et j'ai l'impression qu'avec la descente des alpages, la mise en valeur des produits, des fermiers, la fondue, la raclette, effectivement, deviennent un peu le plat de noblesse de Grenoble. Et donc maintenant, les gens mangent de la raclette, de la fondue, même l'été. Et je me dis, je pense que c'est un peu grâce à la descente des alpages. Bon, alors je rappelle, Bernard Muraveau, que vous êtes, on le voit, au col bleu-blanc-rouge, meilleur ouvrier de France. Et vous avez été champion du monde des fromagers en 2007, ce qui ouvre effectivement la porte de quelques plateaux médiatiques et qui aide à réaliser cette mission d'ambassadeur. Dans votre magasin, on trouve combien de variétés de fromage? On doit vous poser la question 50 fois, mais ça ne m'épate toujours. Combien nous vendons de fromage? De variétés. Ce matin, il y en avait 253. On compte tous les matins, voir s'il y a un pas qui s'échappe. Et là, effectivement, et celle qu'on connaît le moins, par exemple, un ou deux exemples de fromages qu'on ne connaît pas du tout, par exemple. Les fromages que vous ne connaissez pas du tout, il y en a peut-être pas, ou il y en a peut-être peu. Effectivement, on a des choses un peu mythiques.
des bleus de Termignon, des persillés de Tignes, des bleus de Bonneval, des bleus de brebis, des choses. Effectivement, on a la chance de bosser en direct avec les fermiers qui nous font confiance, parce qu'on parle des ambassadeurs, la journée ambassadeur aujourd'hui, effectivement, elle est là, mais les seconds ambassadeurs de la descente des alpages, ce sont les fermiers, les agriculteurs, parce que sans eux, la descente des alpages sans vache, il n'y a pas de descente des alpages. Donc les plus beaux ambassadeurs aujourd'hui, ce sont les agriculteurs et les fermiers qui nous font confiance, qui depuis 11 ans sacrifient les journées de travail qui leur sont comptées pour venir nous donner la main. Et ça, vraiment, on se tient d'avoir des liens très pointus avec eux parce que c'est des gens extraordinaires. Moi, je veux bien qu'on s'arrête 2 minutes quand même sur eux parce qu'on parlait des valeurs et je crois que c'est quand même essentiel. Il faut parler de valeurs et de traditions. Et eux, ils sont les garants des traditions. Vous parlez du bleu de Termignon. Parlez-moi un peu plus parce qu'il y a combien de producteurs de bleu de Termignon dans notre région? Bleu de Termignon, il reste 4 producteurs. Combien? 4. Bantin, Cissé, Richard et Rosa. C'est 4 producteurs. C'est un fromage qui est fabriqué à 2500 mètres d'altitude, 100 jours par an. C'est un bleu qui est mythique. Le seul fromage bleu où on n'injecte pas de Penicillium roquefortis, c'est une moisissure qui vient toute seule. Mais le fromage a aussi d'autres vertus parce que quelque part, on parle du bleu de Termignon qui est déjà un peu plus loin. Mais si on va plus près, on parle du bleu du Vercors-Sassenage. Le fromage, l'AOP bleu du Vercors-Sassenage a réussi à sauver une race de vaches. Ça peut paraître un peu fou, mais dans le cahier des charges, quelqu'un a dit, et ce quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais très intelligent, a dit, vous voulez faire du bleu de Sassenage AOP? Eh bien, vous êtes obligé d'avoir des races Villard dans le troupeau. La race Villard n'est pas une race qui fait beaucoup de lait, ce n'est pas des races qui font de la très belle viande, mais eh ben, c'est comme ça qu'on a pu remettre une race de vache grâce à un fromage dans le circuit, sinon la race allait s'éteindre. Et là, effectivement, le fromage prend un autre rôle. C'est effectivement des rôles économiques en disant, voilà, aujourd'hui, la race Villard renaît grâce à un fromage. Et ça, c'est magique, c'est merveilleux. Quand tu vois un morceau de bleu de Sassenage, eh ben, tu y penses et tu expliques au client. Et le client est vachement sensible à ça. Et je crois que c'est de l'économie locale. Derrière chaque fromage, il y a une histoire, finalement. Derrière, nous, on essaye, on vend du fromage, mais je crois que c'est le théâtre du fromage. Il faut théâtraliser. Il faut théâtraliser son produit pour effectivement l'enjoliver et donner envie aux gens de le consommer. Point. Mais les histoires sont belles. C'est des histoires d'hommes, sont vraies, de tradition. Les histoires sont belles. Les gens se lèvent. Ma petite fermière qui est venue me livrer mardi matin, je lui ai fait Laura, t'es levée à quelle heure? 1h. 1h du matin. Et là, tu vois, c'est vraiment des produits sensibles et des produits vivants. La descente des alpages, c'est aussi cette passion, ces passions à découvrir en plein cœur de Grenoble, rue de Strasbourg, place de Metz, place de Verdun, place de l'Étoile. Ce sera donc le 9 octobre, c'est bien ça. On en reparlera bien sûr. Laurent Bouilloux, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir. On est ici au Vieux Moulin chez vous, au Versou. Quel succès! Effectivement, aujourd'hui c'est une belle journée, on a de la chance, le soleil est avec nous et tout se passe très très bien. Alors vous êtes vous aussi un de ces ambassadeurs des Alpes? Oui, tout à fait, donc je m'occupe un petit peu de la partie restauration aux côtés de Chris, de Christian. On participe à tous les événements qui s'offrent à nous. Puis, voilà. Était à disposition ce site exceptionnel ici au Versou. Alors c'est une maison qui a un peu plus de 30 ans. En 2002, vous avez pris le pilotage de ce restaurant. Une cuisine authentique, un cadre convivial, une ambiance d'amis un petit peu à l'image de ces ambassadeurs. Tout à fait, c'est ça. La convivialité, le partage, la générosité, toutes les valeurs qui me tiennent à cœur. Une immense salle, hein, quoi, 240 mètres carrés, hein, la salle. C'est ça, elle peut contenir 160 personnes assises, un peu plus debout, 400 mètres de terrasse, qu'on a agrandi très récemment, grâce à l'aide et au soutien de mon ami Alain Mathieu, qui nous a rejoint. Du Balcon Est, du BTP. Bon, en tout cas, terrasse très agréable, ombragée aujourd'hui, on apprécie. Un site qu'on peut entièrement privatiser d'ailleurs. Tout à fait, complètement. Donc nous, on fait de la restauration toute la semaine, du lundi au vendredi. Tout le reste du temps, on peut privatiser pour des mariages, des événements familiaux, des baptêmes, des journées comme aujourd'hui, des CE. Merci en tout cas de nous accueillir. Avec cette descente des alpages, Elsa, attention, on évoquait... Ah, voilà. Alors, Laurent, expliquez-nous. Eh bien...
Comme le disait tout à l'heure Bernard, ça fait partie des 200 idées un peu folles qu'a Chris. Donc il m'a demandé de réaliser un pâté croûte de la descente des alpages. Donc ça c'est le pâté croûte de Chris. Voilà. Juste pour lui, il y en a pour un moment, non? Non, c'est sa référence. Ah, d'accord. C'est son modèle. Il va la partager, rassurez-moi. On a pour idée de le commercialiser pour la descente des alpages le 9 octobre. Donc ce sera ce modèle-là. Super, voilà. Vous n'êtes pas loin du record, là, c'est très bien. Une idée donc sur les 200 de Chris Moirou qui a été exaucée, réalisée. Félicitations à vous. Elsa, on le voit, hein, cette descente des alpages, ces ambassadeurs des Alpes, ils sont porteurs de valeurs, on l'a dit en début d'émission, de tradition, tout cela pour porter cette économie locale. Oui, tout à fait. L'économie de la montagne, je crois qu'à l'aune de la crise, on a pris aussi conscience d'un certain nombre de choses. Moi, je retiendrai 3 choses sur l'économie de la montagne. La première, c'est que les derniers mois qu'on a passés ont démontré que sans le ski alpin, nous étions en difficulté sur la montagne. Nous n'étions pas en capacité de nous transformer, nous n'étions pas en capacité de nous développer. Le deuxième point que je retiendrai, c'est l'interdépendance de l'économie de la montagne. L'économie de la montagne, pour beaucoup, c'est les stations, c'est les exploitants de remontées mécaniques, c'est tout ça, c'est la haute montagne, c'est la moyenne montagne, mais pas que. C'est aussi l'économie de la plaine, l'économie des vallées. Et quand on voit effectivement les difficultés qui ont pu être rencontrées par pas mal d'acteurs des territoires de la montagne qui nous entourent, dont certains ont témoigné, on mesure pleinement cette interdépendance. Donc je crois que c'est un point très important. Le troisième point, Christophe, que je citerai, c'est finalement l'effet accélérateur qu'a eu cette crise sur l'économie de la montagne. Il y avait déjà beaucoup d'innovations, beaucoup de transformations qui étaient engagées par ces acteurs qui redoublent d'imagination, et je crois que ce pâté en croûte en témoigne. Mais cette crise va nous permettre ensemble de nous fédérer, d'adhérer pleinement à ce qu'on a envie de dessiner pour demain. Merci beaucoup en tout cas, merci, on se retrouvera très bientôt, merci Laurent de nous accueillir ici chez vous. On se retrouvera dans quelques jours pour une nouvelle émission, pour continuer cette découverte des ambassadeurs des Alpes ici au Vieux Moulin. Merci de votre fidélité, à très vite pour un nouveau voyage en classe affaires dans le Club de l'économie en Isère. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'Épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative.